OK. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Paul Codicax et je suis le directeur général de l'Association canadienne de physiothérapie et je serai votre modérateur de la séance. Je m'excuse, mon vidéo ne marche pas ce soir pour je ne sais pas pour quelle raison, mais tant pis. Euh, Aujourd'hui, on discutera de la gestion virtuelle des clients dans la réalité COVID-19. Aujourd'hui, une étude de cas. L'ACP serait accompagné de Marc-André Sarrazin, président de l'Association québécoise de physiothérapie MSK avancée, où il partagera deux études de cas récentes sur la façon dont il a géré ses clients virtuellement dû aux réalités actuelles de COVID-19. Si vous avez des questions pour Marc-André, veuillez utiliser la fonction Q&A en bas de votre écran et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions tout au long de la session. Notez que nous enregistrons le webinaire ce soir et qu'elle sera disponible sur les réseaux sociaux de l'ACP. Je voudrais maintenant présenter officiellement notre conférencier. Diplômé du programme de physiothérapie à l'Université Laval en 2001, Marc-André Sarrazin travaille en clinique privée avec une clientèle orthopédique et sportive. Il a auparavant complété un bac en kinésiologie qui, encore aujourd'hui, influence grandement sa pratique lors de la prescription d'exercices. Il a aussi obtenu son certificat en physiothérapie de sport en 2006 et son diplôme de spécialisation en thérapie manuelle en 2009. Sa passion et son engagement envers la profession l'amènent à présenter de multiples conférences à des médecins, dentistes, physiothérapeutes, ainsi qu'aux des organismes sportifs et au grand public. Depuis 2009, il enseigne le programme de physiothérapie MSK avancée à l'AQPMA, l'organisme qu'il préside depuis 2018. Il a également participé à l'enseignement clinique à la maîtrise de physiothérapie à l'Université de Montréal, où il a été invité comme clinicien expert en musculo-squelettique. Enfin, avec un groupe d'enseignants québécois, ils se rendent sur une base régulière en France pour y enseigner le même programme. À l'automne 2018, ils font Marc-André Sarrazin Physiothérapie. Je vais maintenant céder la parole à Marc-André pour partager un peu ce qu'il voit concernant COVID-19. Merci, Jean-Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être là. Comme vous venez de le voir dans la présentation de JP, je ne suis pas un expert en téléréadaptation. Okay? Par contre, j'ai déjà commencé il y a une semaine, grosse semaine, à offrir ce service-là à mes patients. Puis on a pensé que ça pourrait être bien de partager quelques exemples de mise en application de rendez-vous virtuels. Je vais vous présenter une histoire de cas tout à l'heure. Puis à la place de vous présenter une deuxième histoire de cas, je vais plutôt vous présenter d'autres exemples qui pourraient s'appliquer à votre pratique clinique. Donc, c'est un partage d'informations ce soir. La raison pour laquelle j'ai tout de suite commencé à utiliser cette plateforme-là, c'est que, premièrement, dans ma décision, je n'avais pas beaucoup de soucis logistiques puisque je suis travailleur autonome, je travaille seul, donc ça n'impliquait pas d'autres personnes. Donc, je pouvais décider de ça par moi-même puis assumer le reste des décisions. Puis je sais que ce n'est pas les réalités de tout le monde. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est juste une façon de faire parmi d'autres. Puis je suis conscient que ça peut ne pas représenter la réalité de tout le monde. Maintenant, vous prenez ce qui vous plaît dans tout ça, évidemment. Alors, j'utilise Zoom, la même plateforme qu'on utilise actuellement, la version gratuite, parce que ça répond à mes besoins pour l'instant. Et pour vous expliquer un peu comment je débute ou comment j'introduis ce service-là à mes patients, je leur ai tous envoyé un courriel qui est le même. Ensuite, je les ai tous appelés. Je leur ai fait la proposition de la télé-réadaptation en leur expliquant ce que c'est, en leur expliquant aussi c'est quoi les objectifs qu'on se donne avec ce format de rencontre-là. Je leur donne aussi mon tarif, évidemment.
Et s'ils sont d'accord, on planifie le rendez-vous via la plateforme Zoom. Je les mets dans mon horaire et puis je leur envoie un courriel. Puis à ce moment-là, ils ont juste à ouvrir le lien comme vous avez fait. Donc, c'est simple comme ce que vous avez fait ce soir. Okay? Donc, les objectifs de la télé-réadaptation, je vous avouerai que lors des 2-3 premières rencontres que j'ai faites, je me sentais un peu malhabile ou mal à l'aise. Et puis, assez rapidement, j'ai réalisé que ça nécessitait une préparation différente de ce qu'on fait habituellement. Donc, les objectifs de la télé-réadaptation, c'est légèrement différent dans le sens où c'est sûr qu'on n'a pas d'approche hands-on avec les patients. Puis, il faut leur expliquer d'emblée tous les avantages et non ces inconvénients-là qu'on n'a pas, pour ceux qui en bénéficient du moins. Puis aussi pour toutes les démonstrations d'exercices ou certains tests fonctionnels qu'on peut faire, il faut faire preuve d'un petit peu d'adaptation. Donc, évidemment, on évalue les symptômes actuels, l'évolution des symptômes, les changements dans les symptômes, puis il faut mettre autant que d'habitude, sinon plus, l'emphase sur la fonction, les réussites fonctionnelles, les limitations fonctionnelles. Évidemment, je les questionne sur les exercices. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'ils ont des questions? Et à ce moment-là, la plateforme visuelle, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet quand même de les regarder exécuter les exercices, puis soit d'apporter les correctifs s'il y a des changements à faire, ou encore d'apporter des progressions si le patient, tel qu'on le souhaite, s'est amélioré. Donc, c'est ça. Avec certains patients, je peux même leur demander d'exécuter certains tests personnels ou comme s'ils faisaient de l'auto-testing. Puis l'important, c'est de demeurer dans un test qui est actif, un test qui est fonctionnel et pas d'aller dans du diagnostic de structure. Donc, à ce moment-là, l'objectif, c'est de voir si des nouveaux exercices qui vont aborder une nouvelle liste de problèmes pourraient être pertinents. Puis évidemment, il y a des patients avec qui c'est un peu plus facile d'aller vers ça qu'avec d'autres. Puis là, évidemment, vous allez réaliser, pour ceux qui n'ont pas commencé, que ça prend quand même une bonne dose de préparation. Puis ça m'a assez rapidement rappelé l'époque où j'étais encore sur les bancs d'école, où j'étais stagiaire, où est-ce que, avant d'aller faire l'historique, avant d'aller faire le subjectif, on se préparait. Après ça, on se retirait, on allait planifier notre examen objectif, et là, on venait l'exécuter avec le patient. Fait que ça m'a quand même ramené une vingtaine d'années en arrière. Puis, une fois de temps en temps, je suis obligé d'avouer que ça fait du bien. Alors, je vous présente ma première histoire de cas. Une fois qu'elle avait accepté, évidemment. C'est une patiente de 42 ans qui est droitière, qui travaille dans un centre de détention. Évidemment, c'est un métier qui est relativement sédentaire, mis à part de faire les rondes de marche. Et physiquement, le gros du travail, c'est simplement de lever une grosse flashlight très lourde. Elle devrait être adaptée à ça, mais à cause de sa problématique que je vais vous exposer à l'instant, elle disait que de faire ça à la fin de la journée, ça finissait non pas par être douloureux dans le bras, mais dans la région cervicale. Donc, évidemment, comme je viens de vous dire, elle consulte pour une douleur cervicale haute qui est apparue il y a de ça 2 mois, à la suite d'un long voyage en voiture. Puis ça irradiait vers l'omoplate, puis aussi vers l'articulation acromio-claviculaire, mais ça partait quand même en cervicale très haut, là, vraiment à la base de l'occiput. Comme antécédent pertinent, parce que bon, il y avait tout un ensemble de questions aussi, là, avec des réponses que je ne vous expose pas. Là, je vais y aller juste avec ce qui me semble pertinent. Elle avait un historique de torticolis quand même assez important, avec habituellement des difficultés de tourner autant à droite qu'à la gauche ou parfois à droite, parfois à gauche. Ensuite, sa douleur, appelons-la P1 puisqu'il y en a seulement une, là, était augmentée surtout en fin de journée avec les 2 rotations, puis aussi avec les efforts lorsqu'elle devait lever sa grosse flashlight avec son membre supérieur droit. À la visite 1, on était en mesure de faire une évaluation quand même assez approfondie. Là. Donc, il y avait des amplitudes cervicales là, principalement atteintes. Là. Donc, avec la flexion, elle avait de la douleur ici. Ces 2 rotations, à droite comme à gauche, étaient limitées à peu près aux 3/4, puis ça reproduisait sa douleur dans les 2 rotations. Les flexions latérales, à gauche, ça étirait un peu, mais vers la droite, c'était raide, puis ça, c'était réellement sa douleur qui était le plus important pour elle. Il y avait un très, très fort tonus musculaire scalène, scum, trapèze supérieur puis angulaire de l'omoplate. Les mouvements résistés du bras,
du bras droit, évidemment, reproduit une douleur avec la rotation externe, l'abduction, puis la flexion. Donc, ça reproduisait sa douleur. Puis, juste visuellement, on pouvait voir que les muscles de la région cervicale et scapulaire travaillaient très, très fort comparativement à l'autre côté où l'effort était dissocié, puis c'était un effort du bras, puis le cou était assez relax. Au bilan neurodynamique, il y avait un ULNT1 qui était positif. Puis, pour ceux qui font un petit peu de crânien, à cause de la douleur qui allait là, vers la pointe de l'omoplate, puis l'acromioclaviculaire, au travers du trapèze, on a évalué là, la mécanosensibilité du nerf accessoire, okay? Du moins ce qu'on pense être le nerf accessoire, et ça reproduisait très, très bien ces symptômes, puis il y avait clairement une diminution de mobilité quand on exécutait ce test-là. Donc, on a gardé ça en banque pour du traitement. Donc, à l'analyse, on voyait qu'il y avait une dysfonction cervicale haute à droite avec une implication qui semblait être myofaciale, neurodynamique. Donc, à la visite 1, évidemment, il me restait un petit peu de temps. On a fait des mobilisations cervicales assez hautes. J'ai utilisé du dry needling aussi. Je pense que j'en ai fait dans le trapèze, puis aussi dans l'angulaire de l'omoplate. On a donné des exercices de mobilité dans les deux rotations parce que la répétition de ces rotations-là finissait par diminuer un peu ses symptômes puis a réussi à augmenter un peu sa mobilité, et surtout en flexion latérale droite. Beaucoup d'automassage de la région cervicale droite, des exercices en neurodynamique, un petit peu de ULNT1, mais surtout du nerf accessoire. Puis, si j'avais à le démontrer de façon grossière, là, pour ceux que ça intéresse, là, on essaie de se grandir un peu, d'incliner la tête un petit peu de l'autre côté, puis de descendre l'omoplate. Okay? Donc, ça va ressembler à ça un peu. Puis aussi, il y avait un exercice de renforcement du membre supérieur droit, mais parce que ça évoquait beaucoup d'hypertonicité des muscles cervicaux ici, dans les exercices de renforcement du membre supérieur, j'utilisais une technique d'inhibition réciproque où est-ce qu'on demandait à la patiente de faire un mouvement résisté en flexion latérale contralatérale, ce qui inhibait un peu ces muscles-là ici. Et clairement, il y avait moins ces symptômes, puis il y avait moins l'hyperactivité musculaire ici quand elle exécutait ces mouvements résistés. Donc, elle est partie avec ça. Et ça doit faire, il y a de ça peut-être 2 semaines et demie, là, je dirais. À la fin de cette même visite-là, les rotations étaient complètes, sans douleur. Sa flexion aussi était sans douleur, mais la flexion latérale droite était clairement douloureuse encore. Puis évidemment, la reprogrammation du mouvement résisté là, devait prendre du temps un peu avec les exercices. Là, sont arrivés les événements qu'on connaît. Et la deuxième visite qui lui a été suggérée, c'est une visite en téléréadaptation. Et ça a eu lieu il y a de ça presque une semaine, donc le 17 mars. À l'examen subjectif, parce qu'on avait commencé avec ça, la douleur avait diminué de façon importante. C'était plus local en cervical haut. Les rotations étaient normales, sans douleur. C'est ce qu'elle m'avait répondu, là. Puis je revenais finalement sur les éléments de départ. Sa flexion latérale était quand même encore un peu plus difficile, par contre. Flexion latérale droite du cou. Sa fonction en voiture, parce qu'elle m'avait dit aussi que ça c'était un peu difficile, là. Ça allait bien, mais les efforts avec les membres supérieurs étaient encore difficiles, particulièrement en fin de journée ou en fin de quart de travail. Donc là, en vidéoconférence, on a évalué ces choses-là ou ces éléments-là. Effectivement, sa flexion latérale, puis on a même proposé à la patiente de faire une surpression manuelle elle-même, ça ne reproduisait pas ses symptômes. La rotation droite et la rotation gauche, elle était complète sans douleur, mais quand je lui demandais de faire une surpression elle-même en fin de rotation, la rotation gauche évoquait encore un peu ses symptômes. Ensuite de ça, la flexion latérale droite, quand je lui ai demandé de l'effectuer, bien, la flexion latérale gauche, ça ressemblait un peu à ça ici, puis la flexion latérale droite est très, très, très en bloc comme ça, puis elle forçait, puis elle avait ses symptômes. Donc, il y avait quand même encore pas mal de raideur à ce niveau-là. Elle me disait aussi que ces exercices de nerfs accessoires là, que je lui avais donnés la soulageaient lorsqu'elle avait des symptômes. Et là, lorsque je lui ai demandé de l'exécuter, je lui ai demandé de comparer avec l'autre côté, puis elle me disait que c'était très, très égal des deux bords. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a essayé de resensibiliser ou de sensibiliser davantage ce test-là en lui demandant une flexion crânio-vertébrale un peu plus importante. Donc, on lui a montré comme c'est ici, augmenter un petit peu la flexion latérale contralatérale, particulièrement la région cervicale haute, d'accord? Puis lorsque je lui faisais faire une dépression de l'omoplate, je lui demandais aussi de faire un petit peu d'extension de l'épaule, OK? Ou comme si je voulais qu'elle aille porter sa main dans le dos. Et là, évidemment, encore une fois, on a fait la comparaison entre la droite et la gauche, puis là, il y avait une nette différence.
Ça nous a simplement amené à modifier l'exercice pour la faire progresser dans ce sens-là. Puis ici, pour ce qui était du renforcement du membre supérieur avec le mouvement résisté contralatéral, ben là, on a pu voir à l'écran qu'elle ne l'exécutait pas très, très bien. C'est-à-dire que lorsqu'elle forçait avec son bras contre un élastique, ben, son mouvement résisté ici, elle le faisait en isotonique, c'est-à-dire qu'elle bougeait dans ce mouvement-là, puis même elle restait ici à mesure qu'elle forçait là. Donc, évidemment, il y avait une bonne tension dans cette région-là, puis elle n'était pas très à l'aise. On a corrigé ça, puis là, elle réussissait non seulement à le faire sans ses symptômes, mais était même capable d'augmenter la tension dans l'élastique puis de réussir l'exercice sans évoquer ses symptômes. Donc, ça aussi, ce n'était pas une progression de l'exercice, mis à part l'augmentation de la charge, mais c'était surtout une correction. Ensuite de ça, toujours dans les interventions, il y avait ces exercices à poursuivre. Comme la rotation était assez complète, mais un peu douloureuse avec les surpressions, je lui ai suggéré fortement de poursuivre ça. Puis avec tous ces antécédents de torticolis puis de douleur au cou, je lui ai dit que ça ferait probablement partie d'une bonne routine, là, si ce n'est pas au quotidien, plusieurs fois par semaine. Ensuite, voilà. Ah oui, pour sa raideur en flexion latérale droite, on a réussi à lui faire localiser un peu plus sa flexion latérale droite dans les segments cervicaux supérieurs. Et là, elle faisait un peu d'automobilisation. Donc, je lui ai montré à prendre cette partie-là de la main ici, venir poser ça à la région cervicale assez haute, entourer son oreille. L'autre côté, même chose. Et là, cette main-là devait s'en aller en caudale et cette main-là devait s'en aller en crânial. L'image que je lui donnais, c'était que la partie basse de sa tête devait s'en aller de ce côté-là, puis la partie haute de ce côté-là, et ça devait ressembler à ça ici. Okay? Donc là, évidemment, elle a exécuté une couple de fois devant moi. Puis, pour évaluer si c'était pertinent, si c'était irritable ou non, je lui ai demandé de faire plusieurs répétitions devant moi et de voir dans une approche un peu à la McKenzie, est-ce que tes symptômes demeurent normaux ou égaux, je devrais dire? Est-ce que tes symptômes augmentent? Est-ce que tes symptômes diminuent? Est-ce que ça reste local ou si ça commence à irradier? Évidemment, c'est des choses qu'on ne voulait pas. Et là, comme la réponse, elle était positive, c'est-à-dire que non seulement les symptômes n'augmentaient pas, mais même ils diminuaient un peu, puis elle sentait que ça réchauffait un peu cette région-là. Évidemment, on a mis fin au rendez-vous avec cet exercice-là, puis elle le fait quotidiennement maintenant. Ce que je lui ai dit après, c'est que j'aimerais ça avoir un suivi avec elle dans 2 semaines ou avant par téléphone s'il y avait soit une augmentation de douleur, soit si elle plaifonnait ou encore qu'elle avait des questions par rapport aux exercices. Donc, c'est une histoire de cas qui est relativement simple, mais je pense que ça peut représenter quand même beaucoup de notre clientèle. Puis, il y a quelques petits éléments techniques là, qui peuvent peut-être vous servir avec vos patients adultes musculo-squelettiques. D'accord? Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, à la place de faire une deuxième histoire de cas, j'ai pensé bon peut-être vous donner quelques exemples d'exercices ou de progression d'exercices qu'on peut suggérer à nos patients dans ce format-là de rendez-vous. Puis là, j'ai tiré ça de mes histoires de cas que j'ai eues au cours de la dernière semaine. J'ai un jeune patient que je voyais pour une pathologie de hanche. Puis aussi, durant l'entretien, il m'a dit, vers la fin, il dit, écoute, Marc, aussi, j'ai de la douleur dans cette région-là ici. Quand je cours, puis là, je l'ai questionné un peu parce que j'avais un peu de temps. Puis là, il m'a finalement montré qu'il y avait de la douleur, cette douleur-là ici, quand il bougeait sa tête vers la droite ou vers la gauche. Il y avait aussi de la douleur quand il courait, c'était à cause des mouvements du bras. Et puis aussi, quand il forçait avec ses bras, ça évoquait aussi cette douleur-là. Là, évidemment, je ne pouvais pas lui faire un diagnostic en physiothérapie complet. Mais comme il semblait y avoir un lien entre les mouvements du cou et les mouvements du bras, ben on le sait, là, le chaînon manquant, c'est souvent qu'est-ce qui se passe avec l'omoplate. Fait que je lui ai seulement suggéré de tester différentes positions de son omoplate et de répéter un mouvement qui avait évoqué ses symptômes avec son bras, puis un mouvement qui avait évoqué ses symptômes avec son cou. Puis vous vous en doutez peut-être, parce que c'est pas constant, mais ça arrive souvent, c'était un peu d'élévation de l'extrémité de l'omoplate pour faire une espèce de rotation supérieure qui modifiait de façon très, très significative sa rotation gauche, puis son élévation du bras. Donc là, je lui ai expliqué un petit peu là, de ce que je comprenais de cette
problématique-là. Puis là, je lui ai dit, là, tu fais ça, mais l'idée, c'est de reprogrammer tes mouvements du cou et du bras en faisant attention à ta position d'omoplate. Puis avec la répétition, tu vas devenir meilleur. Puis il y aura une progression de ça nécessairement. On pourra s'en reparler encore là. Je lui donnais à peu près un délai de 2 semaines. Okay? Donc ça, il était quand même satisfait parce que ça lui faisait quelque chose à utiliser tout de suite par lui-même. Le but étant toujours de rendre nos patients autonomes dans tout ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, j'ai pas eu à utiliser ça, mais si vous avez un patient qui fait du vélo, qui s'entraîne sur un trainer, puis qui a ce type de douleur-là, ce type de comportement douloureux-là, vous pourriez l'amener dans des exercices très, très fonctionnels, même en mise en charge, puis modifier un peu la position de l'omoplate. Puis à ce moment-là, même si vous n'avez pas de vélo dans votre salle de traitement, bien, vous pourriez utiliser, si vous faites ça à partir de chez vous, une table ou un îlot de cuisine, ou encore votre table de traitement si vous faites ça à partir de la clinique. Ensuite, j'ai donné quelques fois aussi des exercices d'automobilisation de la hanche. Il y en a en flexion, il y en a en extension, il y en a aussi en abduction. Un que j'ai donné à quelques reprises, qu'on donne peut-être pas assez souvent en exercice, à mon avis. Si je veux mobiliser la hanche droite en abduction, ben, je vais écarter ici, mais ce qui va devenir intéressant pour faire un peu d'autothérapie manuelle, c'est de rajouter avec la main ici, juste au-dessus du grand trochanter, un petit mouvement caudal et médial. Donc ça, j'ai donné ça assez fréquemment aux gens qui avaient des dysfonctions de la hanche. Aussi, il y avait, bon, c'est fréquent ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des pertes de mobilité en flexion, abduction, rotation interne à la hanche. Okay? On les mobilise souvent ici, à la maison, dans une marche d'escalier. Pardon? Oui. Donc, disons que c'est la 3e marche d'escalier, puis comme ce n'est pas un exercice d'équilibre, ben, les patients ils peuvent se tenir. Et là, d'aller chercher cette flexion-là ici à la hanche, tout en poussant le genou vers l'intérieur, il y a cette composante-là d'abduction, rotation interne et flexion. Ça, j'ai donné ça assez souvent aussi. Et là, comme dans tous les exercices, je demandais aux patients de me le démontrer comment ils le faisaient. Puis là, j'utilisais les mêmes principes un peu à la McKenzie, où est-ce que si tu répètes le mouvement 5 fois, 10 fois, comment évoluent tes symptômes au travers de tout ça? Puis là, je l'enseignais à s'auto-corriger lui-même ou à faire sa propre progression aussi, puis à prendre ses décisions cliniques aussi. Ensuite, pour les muscles épicondyliens, dans le cas d'une épicondylite, qu'est-ce que j'ai donné aussi? Avec une petite balle ou une serviette ou une débarbouillette roulée, je suggérais aux gens de faire une pression ici, comme s'ils mimaient un bracelet épicondylien, et là, de faire de la préhension, en respectant les symptômes, évidemment, là, maximum 1 ou 2 sur 10, des principes que vous connaissez probablement tous et toutes. Là. Et de là, avec cette pression-là ici, passer de la flexion-supination à l'extension-pronation. Flexion-supination, extension-pronation. Plusieurs répétitions comme ça, en essayant là, d'avoir un meilleur contrôle sur les symptômes grâce à cette pression-là ici, puis à la répétition. Puis après ça, on faisait même un retest de préhension. Puis les gens pour qui ça fonctionnait bien, ben là, c'était facile d'adhérer à cet exercice-là pour eux. On aurait pu faire la même chose avec la démonstration de l'auto-traitement en mobilisation avec mouvement. Pour ceux qui connaissent, ici, on s'appuie contre le mur puis on pousse vers l'extérieur ici, sauf que d'un point de vue logistique, dans ce contexte-là, c'est peut-être un peu plus difficile. C'est pour ça que j'avais opté pour le fait de mimer un bracelet épicondylien qui peut être analgésique aussi. Ensuite, j'ai eu un cas de SDRC, donc syndrome douloureux régional complexe. Et puis, chez cette personne-là, bon, elle s'améliorait beaucoup quand même avec sa motricité fine, mais il y avait encore quelques petits déficits au niveau sensoriel. Bon, là, à la maison, évidemment, je leur suggère de se monter leur propre kit sensoriel. Ça va être une boule d'ouate, un petit carré de papier sablé, des cure-dents, un vase d'eau chaude, un vase d'eau froide avec des cuillères dans chaque pour discriminer les températures. Bon, toutes les sensations possibles et impossibles. Puis aussi, comme c'était un cas de main, je lui ai suggéré beaucoup d'automassage de l'espace interdigital, ici, puis entre chacun des doigts, puis aussi la main à plat, je lui suggérais de faire beaucoup d'automassage entre les métacarpes,
ici. Les deux éminences aussi, évidemment. Puis entre les métacarpes du côté palmaire, puis même de part et d'autre des doigts ici, avant de faire ces exercices de motricité fine. Donc, elle l'a fait un peu devant moi, puis après ça, elle sentait que c'était quand même un peu plus libéré. Donc, c'est des choses qu'on peut démontrer quand même assez facilement. Parallèlement à ça, il m'est beaucoup arrivé d'envoyer par courriel des liens aux patients sur soit des exercices, des tapings, des capsules éducatives. Donc, à titre d'exemple, bon, je vois beaucoup de coureurs, donc j'en ai référé plusieurs à la clinique du coureur. Encore aujourd'hui, sur la chaîne YouTube de la clinique du coureur, il y a une vidéo qui date quand même déjà, mais qui est encore pertinente. C'est le fameux taping neuroproprioceptif pour le syndrome fémoro-patellaire. Il y a beaucoup d'exercices aussi qui sont proposés, c'est très bon. Le site web de Neuro Group, où est-ce qu'il y a énormément de métaphores qui sont exprimées par Butler et Moseley. Ceux qui ont un peu plus de temps, là, ça va arriver de plus en plus, je leur ai suggéré là, quelques capsules éducatives ou même des présentations que Lorimer Moseley fait avec son groupe. Il y a aussi le groupe APTEI de Barham Jan qui a un paquet de capsules éducatives super intéressantes puis beaucoup d'exercices qui sont bien. Et puis, sur des bases un peu plus personnelles, là, il y en a qui j'ai référé à des physios qui ont le même type de pratique que moi. Là, vous les connaissez peut-être. Là, Stéphane Lamy, Dominique Labelle, qui publie quand même beaucoup de choses là, sur Facebook. Donc, ils ont quand même des bonnes capsules à publier sur ça. Je vois ici une question. Ah, le groupe des métaphores de Butler, c'est, je vais répondre à voix haute, c'est NOI Group, N-O-I Group Neuro-Orthopedic Institute, évidemment un groupe de l'Australie. Donc, j'espère que ça répond à la question. Et puis, voilà. Donc, beaucoup d'exemples d'interventions qui visuellement sont faisables dans ce format-là. Lorsque je ferme un rendez-vous avec un patient pour l'aspect pratico-pratique, là, je leur dis toujours de me lâcher un petit coup de fil là, à l'intérieur de 2 semaines ou avant s'il y avait un flare-up des symptômes ou encore des questions sur les exercices ou ça plafonne, ça ne va pas à leur goût ou il est arrivé quoi que ce soit d'autre. Donc, je demeure ouvert. Puis aussi pour la reprise, parce qu'évidemment, un jour, on va avoir le droit de réouvrir les valves un peu, puis on va recommencer à avoir une vie un peu plus normale. Là. Je ne leur mentionne pas personnellement, puis vous faites ce que vous voulez, là, mais personnellement, je leur dis que je ne les rappellerai pas. La raison, en fait, les raisons de ça, c'est que premièrement, on écoute tous les mêmes nouvelles, donc on va le savoir quand ça va être possible d'avoir une vie un peu plus normale. Ensuite de ça, ma page Facebook va être active, va être mise à jour de façon continuelle. Mon message sur mon téléphone va être mis à jour de façon continuelle, puis aussi mon site web. Donc, si vous avez ce type de pratique-là, assurez-vous juste là, que l'information est à jour. Puis les gens vont pouvoir vous retrouver, puis votre horaire va se re-remplir à nouveau. Je suis aucunement inquiet. Donc, voilà. Puis, en conclusion, je veux qu'on garde en tête là, que le vrai objectif de ce type, en tout cas, l'objectif que moi je me donne, c'est vraiment de rassurer nos patients, okay? De les encourager, de leur faire comprendre qu'ils sont très capables de prendre soin d'une grande partie de leur réadaptation par eux-mêmes, à condition d'être bien guidés, évidemment. Donc, on vise leur autonomie le plus possible. Ensuite de ça, on garde en tête qu'il y a une bonne préparation qui est nécessaire. Puis plus vous allez en faire, je pense, moi déjà, là, après une semaine, j'ai dû en faire, je ne sais pas, moi, peut-être une vingtaine. Ma préparation à une rencontre comme ça est beaucoup plus facile qu'au départ. Dans votre cas, je ne le sais pas, mais dans mon cas, c'est pas payant, fait qu'on ne le fait pas pour l'argent. Et puis, gardez en tête aussi qu'actuellement, la recherche, elle est très claire sur ça. Elle nous indique que la compréhension par le patient de sa problématique, c'est primordial dans sa prise en charge. Puis aussi, la signification et la conception d'un exercice fait par le patient, c'est aussi important. Donc, le patient ne fait pas les exercices du physio ou il ne fait pas un exercice comme ça dans l'air, il fait ses exercices à lui et ça doit correspondre à un besoin fonctionnel qu'il a exprimé comme tel. Donc, ça, c'est bien important de garder ce lien-là entre les besoins du patient et ce qu'on va lui offrir. C'est la seule façon de lui faire adhérer à un exercice. Et puis, je pense que c'est... comme je dis là, depuis quelques jours, là, même si c'est très triste tout ça, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça fait ressortir le meilleur.
ben, je pense que c'est le temps de développer nos qualités de coaching. Puis en tant que physio, ben, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à développer. Puis on doit être bon là-dedans avec nos patients. Donc voilà, ça c'était mes conclusions. Puis je vous remercie beaucoup. J'espère qu'il y a quelques petits éléments qui vont vous donner un peu confiance, du moins, là. Donc voilà, s'il y a des questions et réponses, on est encore disponible. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Attendre 2 secondes. Merci, Marc-André. Merci à tout le monde. Pour ça, nous allons maintenant mettre à fin la session. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter l'ACP à information@physiothérapie.ca. Oh, je vois qu'il y a une question. Mm-hmm. C'est une question qui sort de la clinique un peu. Je m'y attendais un peu. Okay? Et puis, bon, je vais faire un préambule à ma réponse. OK? Ce qu'il faut garder en tête pour cette question-là, en fait, je vais la répéter, c'est combien tu charges pour ça. Moi, j'offre des blocs de 15 minutes à mes patients. OK? Et puis, le chiffre, bon, je vous le dis, je charge 25 $ pour 15 minutes. Il faut garder en tête que ce tarif-là, moi, je l'ai émis puis je l'ai annoncé il y a de ça déjà plus qu'une semaine, le dimanche soir, quand notre ordre professionnel nous a annoncé qu'on pouvait juste voir les urgences, puis bon, qu'on pouvait à peu près pas évaluer à moins d'une urgence. Puis comme c'est un contexte, la décision que j'ai prise, comme je vous disais tout à l'heure, ça implique juste moi. Ben, le prix que je chargeais n'avait pas d'influence sur personne d'autre. Donc, je me suis permis de charger 25 $. Maintenant, je l'ai même annoncé. Puis, toutes les opinions sont bonnes là, pour répondre à cette question-là. Il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, il y en a qui voudraient charger le tarif normal à leurs patients. C'est correct aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, là, mais fiez-vous pas à juste mon expérience à moi pour prendre vos décisions. D'autres choses, si vous voulez, vous pouvez consulter la page de ressources COVID-19 sur le site web de l'ACP pour les dernières informations sur COVID-19 et les prochains webinaires. Écoute, je voudrais aussi vous profiter au moment pour remercier Marc-André d'avoir participé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que chacun de vous qui a écouté a trouvé de la valeur dans cette session et peut utiliser des informations pendant ces moments pas mal difficiles. Donc, merci. Merci à tous. Restons forts, puis ça va finir par passer, puis montrons le meilleur de nous-mêmes. Merci, Marc-André. Bye bye.